Bonjour à toutes et à tous. Le récit du séjour en Algérie de ma sœur est terminé. Nous allons maintenant nous reporter quelques années en arrière et écouter le souvenir que lui a laissé l'apprentissage de l'allemand durant ses années de collège, de lycée et de faculté. Laissons-lui la parole. Seul à 14 ans dans une famille inconnue. L'affaire part assez mal. En quatrième, je prends allemand comme deuxième langue vivante. Une majorité d'élèves choisissent espagnol et on peut penser que plus tard, les germanistes seront plus rares et plus recherchés sur le marché du travail dans la mesure où les relations entre l'Allemagne et la France sont appelées à se développer. Je crois qu'on n'imagine pas, à l'époque, à quel point l'anglais deviendra prédominant dans toutes les rencontres internationales. De plus, je sens qu'en dépit de ces 5 ans de prisonnier de guerre, papa penche pour ce choix. En dépit d'un bon professeur en cette première année et de ma familiarité avec les déclinaisons, puisque je fais du latin depuis 2 ans déjà, j'ai dans cette seconde langue des débuts difficiles. En dépit d'un travail régulier, quelque chose ne passe pas, ne se met pas en place. Je peine dès la première année à atteindre la moyenne, alors que j'ai en anglais un niveau correct. En troisième, je ne m'améliore pas. Un jour, notre professeur, Monsieur T, arrive avec une pochette surprise. Elle contient une série d'adresses de collégiennes et de collégiens allemands qui vont devenir nos correspondants épistolaires. Chaque papier porte un nom, un prénom et la profession exercée par les parents. Monsieur T essaie de trouver pour chaque fille une fille et pour chaque garçon un garçon. Je crois qu'il tente, plus ou moins, d'accorder les milieux sociaux des pairs ainsi formés, mais il n'a rien préparé et l'attribution est bouclée en un petit quart d'heure, ce qui laisse quand même beaucoup de place au hasard. Comme j'ai vraiment besoin de faire des progrès, mes parents et moi-même en sommes arrivés à cette conclusion qu'un séjour en Allemagne, en immersion dans une famille, me ferait le plus grand bien. Les échanges par les associations ne sont pas encore monnaie courante et les séjours réciproques entre correspondants ont l'avantage de limiter les frais engagés. Toutefois, cela représente un certain risque d'envoyer une adolescente à l'étranger dans une famille totalement inconnue, avec comme seule indication une adresse et sans aucune garantie de sérieux ou de moralité validée par un quelconque organisme. Un peu angoissé à ce sujet, mes parents ont une idée lumineuse. Nous allons très vite lancer une invitation à la jeune Barbara, avec qui j'échange des lettres. Elle viendra passer des vacances chez nous, ce qui nous permettra de nous faire une opinion sur sa famille, puis, comme nous recevrons certainement une invitation pour moi en retour, ils décideront s'ils peuvent ou non me laisser partir. Comme nous n'avons reçu les adresses qu'en mai, dès ma deuxième lettre, je transmets notre invitation pour le mois de juillet. L'affaire est rondement menée. La réponse, elle aussi, arrive rapidement. La famille allemande remercie chaleureusement pour l'invitation, mais explique que Barbara ne pourra pas venir car elle fait partie d'une équipe de voltige qui se prépare pour les championnats régionaux et elle doit être présente à chaque entraînement. Par contre, l'invitation nous est retournée. Puisque moi je suis libre à ces dates-là, toute la famille se fera une joie de m'accueillir. Lorsque Barbara sera au manège, je pourrai aller la voir s'entraîner avec ses amis et les chevaux, ou rester à la maison si je préfère,
Ça ne pose aucun problème. Là, mes parents sont coincés. Ils ne voient pas comment ils pourraient refuser. La lettre est très aimable, mais cela suffit-il pour se faire une opinion? Heureux de cette opportunité qui m'est offerte, mais ennuyés de ne pas disposer de plus de renseignements, ils acceptent l'invitation tout en cherchant le moyen d'en savoir plus. La famille allemande, qui habite en Basse-Saxe, près de Goslar dans le Harz, offre de venir me chercher à Sarrebruck en voiture. Sans compter le nombre important de kilomètres que cela représente, l'offre est impressionnante de générosité, car j'ai appris par la première lettre échangée que le papa est depuis longtemps en fauteuil roulant suite à un accident. La chute d'un mur lui a brisé des vertèbres pendant la guerre, alors que, réquisitionné pour cette tâche, il exerçait son métier d'instituteur. La moelle épinière a été touchée et la paralysie qui s'est installée ne fait hélas que progresser. Malgré cela, la famille ne recule devant aucun déplacement. Je partirai en train jusqu'à Paris, puis de Paris en train de nuit jusqu'à Sarrebruck. Comme je n'ai que 14 ans, mon frère Louis-Paul, qui lui en a 25, fera le trajet avec moi, me remettra à la famille allemande et prendra quelques 2 heures plus tard le train du retour. Je devrais bien sûr donner rapidement et régulièrement des nouvelles par lettre. Le téléphone à l'international est à un tarif inabordable et nous ne sommes pas habitués à y avoir recours. Nous nous séparons, mes parents et moi, sur cette base. Ce que j'ignore, et que j'apprendrai quelque 30 ans plus tard, c'est que mon frère ne fait pas que m'accompagner. Il a aussi pour mission de se faire, entre ses trains aller et retour, une opinion sur la famille qui me reçoit, et de décider s'il me laisse avec elle ou me ramène avec lui à la maison. Mission délicate à haute responsabilité, dont il se serait bien passé, la trouvant un peu lourde pour ses jeunes épaules. Mais il ne me dit rien, et s'apprête à remplir le contrat passé avec mes parents. Le voyage n'est pas confortable. Nous n'avons pas de couchette. Il fait très chaud en ce mois de juillet, et je passe la nuit à me tortiller sur mon siège à la recherche d'une position favorisant le sommeil sans réussir à le trouver. Nous arrivons fatigués, défraîchis avec nos vêtements froissés, pas lavés parce que nous n'avons rien à disposition pour la toilette dans ce train, et Louis-Paul n'est pas rasé alors qu'il a une barbe brune qui marque très vite le visage et lui donne un air sombre. C'est dans ce triste état que nous avançons vers nos futures connaissances. La famille allemande, elle, est arrivée la veille, a pris un hôtel pour la nuit et s'est mise sur son 31. Ils sont là, 4, à nous attendre sur le quai, le père dans son fauteuil et le grand frère, plus jeune que Louis-Paul de 2 ans environ, tous deux en chemise blanche et cravate, costume foncé pour le papa et bleu marine pour le jeune homme, la maman très chic et Barbara impeccable dans une robe droite écossaise à col roulé et portant, en dépit du temps estival, des collants afin de ne pas se présenter jambes nues. Qui se fait alors quelle opinion sur qui? Madame T, la maman de Barbara, m'avouera beaucoup plus tard que la vue de mon frère en particulier l'avait quelque peu effrayée et qu'elle avait dû se persuader que cela était à mettre sur le compte de la nuit dans le train avant de nous proposer de les suivre à l'hôtel. Heureusement, un petit déjeuner et 2 petites heures de conversation en anglais entre Louis-Paul et les parents de Barbara ont suffi à briser la glace entre enseignants. Les 2 hommes ont beaucoup sympathisé et Louis-Paul, rassuré, prend congé en me laissant seul avec ces inconnus.